Le Sénégal retient notre attention dans le 100% info. L'une des démocraties les plus stables d'Afrique de l'Ouest est aujourd'hui, depuis plusieurs jours, dans la tourmente. Le pays de la Teranga a renoué avec la violence depuis le 3 février 2024, date de l'annonce du report de la présidentielle par le président Macky Sall à 3 semaines du scrutin. Les affrontements de population et forces de l'ordre ont lieu à Dakar pratiquement tous les jours. Plusieurs arrestations de leaders d'opposition ont été faites. Même dans le camp des alliés, la contestation grandit. Le projet de report a été entériné le 5 février par l'Assemblée nationale qui a voté un ajournement de l'échéance électorale au 15 décembre 2024 après l'expulsion de plusieurs députés de l'opposition. On parle de ce sujet avec notre invité. À ma droite, je vous présente Issouf Sidibé, qui n'est plus à présenter sur ce plateau. Il est journaliste à la Lettre du Faso. Bonsoir. Bonsoir Vanessa. Bonsoir chers téléspectateurs. On dit bonsoir à votre voisin, Boukari Nebié, le secrétaire général du RISA, le Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Vanessa. Et bonsoir à Paul Ambassadeur Sandouidi, également qui n'est plus à présenter sur cette émission. Il est analyste politique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Alors le décor, il est campé, fidèles téléspectateurs. Place aux échanges à présent. Alors la parole, elle vous revient, Sidibé. Est-ce que finalement on peut dire que Macky Sall a eu son lenga? Non, pas forcément. Le processus n'est pas terminé. Ils sont dans la dynamique. Et comme vous l'avez annoncé, c'est vraiment triste que l'une des démocraties les plus stables en Afrique, on en arrive là. Quoi qu'on dise quand même de façon théorique, le Sénégal quand même a toujours montré un bon visage en matière de respect des dispositions constitutionnelles. Et on ne comprend pas pourquoi cet entêtement de Macky Sall à vouloir toujours et remettre en cause ces acquis démocratiques qui ont quand même été consolidés depuis le départ d'Abdoul Diouf, il faut le rappeler, parce que quoi qu'on dise, c'est à partir de cette date que vraiment le Sénégal a assis quand même une assise démocratique et c'était un pays quand même respecté de presque beaucoup de nations. Donc c'est un entêtement de Macky Sall depuis le début à vouloir coûte que coûte céder, soit lui-même il soit président, ou bien en tout cas laisser le pouvoir à son dauphin. Et c'est ce qui ne marche pas. Donc actuellement il est en train de chercher tous les parades pour en tout cas soit céder le pouvoir à son dauphin, ou en tout cas que lui-même il puisse avoir un lenga. Ce qui n'est pas bien. Aujourd'hui, son objectif principal c'est comment laisser aux Sénégalais vraiment des assises démocratiques assez fortes. Mais selon vous, est-ce que les raisons avancées justement pour justifier ce report ne tiennent pas, Sidibé? Non, ça ne tient pas. Pourquoi? S'il a des véritables raisons, qu'il laisse le pouvoir à son successeur constitutionnel. Il dit qu'il veut léguer un pays stable, un pays... Puisque lui, son mandat est fini. Si ton mandat est fini, tu pars. Maintenant, si tu estimes qu'il y a des réglages à faire, tu peux laisser le pouvoir à ton successeur constitutionnel. C'est tout. Alors, ambassadeur Sandouidi, est-ce que vous êtes d'accord avec les raisons avancées pour ce report? Évidemment non. Quoique ces raisons-là, à un moment donné, puissent être en tout cas interprétées dans un sens ou dans un autre. Du reste, ce ne sont pas les raisons en elles-mêmes qui posent problème, mais c'est la manière. Il s'agit quand même d'un sujet politique et de la plus grande importance parce qu'elle intéresse en tout cas au plus haut degré la nation et naturellement la population. Alors, Macky, je dois dire que je suis désolé pour lui, parce qu'il a quand même traversé, il avait réussi, en tout cas, à gérer le cas Sonko, qui, en tout cas, avait failli basculer tout le Sénégal sans dessus. Mais Sonko, déjà en tôle, il semble, d'après ce que les analystes disent, que son dauphin a du plomb dans l'aile, il ne décolle pas dans les sondages, il ne semble pas être un des favoris des votes, et que, a priori, le plan c'est d'essayer de jouer le coup avec Karim Wade fils je veux dire, et pour pouvoir, le cas échéant, se trouver un autre dauphin. Mais je dis que c'est malvenu pour lui parce que s'il a pu gérer le cas Sonko qui était autrement beaucoup plus critique, normalement il ne devrait plus tomber dans ce travers-là. Je dis ça pourquoi? C'est vrai, les raisons avancées, elles ne sont pas toutes fausses.
Parce que lorsqu'il est quand même porté des critiques sur des membres chauds de... Certains candidats non, pas les candidats. Les candidats ont remis en cause l'intégrité de certains membres de la Cour constitutionnelle. En l'occurrence, 2 juges. Ça peut s'expliquer. Mais il est ressorti également qu'il y a une candidate qui avait une double nationalité. Ouais. Oui, il semble qu'elle est en tôle. Non, même pas ça. Je veux dire, c'est pas tant les motifs qui posent problème, mais la démarche. La question politique, on ne peut pas, à quelques 3 semaines de l'élection, se mettre comment on appelle ça, à décréter, j'allais dire, un report en dehors d'un consensus avec la classe politique, avec j'allais dire, l'ensemble des partis et des OSC du Sénégal. Il connaît très bien, c'est du reste par cette voie qu'il a manœuvré en se focalisant sur, en tout cas, la petite bête, les détails, parce que Wade père, à l'époque, naturellement, ne voulait pas se laisser faire. Ce sont ces défauts-là qu'il a exploités. En tout cas, il est parvenu à bon port. Aujourd'hui, en tout cas, je suis étonné qu'il en arrive là, parce que finalement, moi, j'ai l'impression que Wade fils le lâche. Lorsque j'ai vu les commentaires de Abdoulaye Wade sur lui, moi, je me suis demandé, mais finalement, où est-ce que le bonhomme se retrouve? Alors, pour vous, on est face à un coup d'État constitutionnel? Non, pas un coup d'État constitutionnel, mais moi, je suis certain que le Sénégal dispose de ressorts nécessaires et surtout utiles pour remédier à cette situation. Parce que ce qu'il faut également éviter, c'est de faire en sorte à ne pas tomber dans les travers des antidémocrates. Si jamais ce n'est pas bien géré, déjà la démocratie a du plomb dans l'aile dans la sous-région ouest-africaine. Sincèrement, le Sénégal qui était une référence, si elle croule, on me demande où est-ce que nous en serons les années et les mois à venir. Alors, Boukari Nébié, à qui profite finalement ce report? Le report, jusqu'à présent, ne profite à personne. Parce que vous l'avez souligné d'entrée de jeu, dès l'annonce de ce report-là par Macky Sall, dans un ton qui se voulait solennel, cela n'a pas manqué de créer des troubles dans le pays. Donc, sur le plan politique, si on estime que et le camp de Macky Sall et le camp du PDS, donc de Wade, Karim Wade notamment, pouvaient tirer profit de ce report-là, vu ce que cela crée comme troubles sociaux, on ne peut véritablement pas parler de gains ou de profit qu'un groupe ou un autre tirerait de ce report-là. Mais au-delà, c'est vrai, mon vis-à-vis, M. Sanouidi dit que ce n'est pas un coup d'État constitutionnel. Peut-être jusqu'à présent, on va se garder peut-être d'employer ce terme-là parce que le mandat de Macky Sall finit le 2 avril. Et si à partir du 2 avril, Macky Sall est toujours au pouvoir, eh bien, ça sera un coup d'État constitutionnel. Et ça, ce n'est pas faire le jeu ou bien le chou gras des antidémocrates. C'est en réalité la démocratie telle qu'elle est appliquée dans nos pays même qui est comme ça. Et regardez, quand on s'en prend à d'autres pays qui ont des régimes militaires, comme n'étant pas des régimes démocratiques, tous les autres pays où ce ne sont pas des régimes militaires, dites-moi quel est ce seul pays-là qui dit être démocrate et qui véritablement applique la démocratie ou applique une démocratie. C'est pourquoi je disais dans une autre situation, il n'y a pas même la CEDEAO, quand peut-être qu'on va y arriver, et fait son communiqué. Alors, lorsque vous parlez des pays qui n'appliquent pas la démocratie, vous parlez en Afrique? En Afrique. On a le Ghana. Le Ghana, oui. Il reste un pays démocrate. Oui, je suis en train de dire les pays aujourd'hui qui nous entourent et qui estiment que nos pays ne sont pas des pays démocratiques et qu'il faut nous imposer la démocratie. Est-ce que ces pays-là eux-mêmes sont des pays qui appliquent la démocratie? Et Sidibé le disait aussi, c'est vrai, vous savez, on dit à défaut de la grand-mère, de la maman, on tête la grand-mère. Donc, quand on n'a pas un modèle, on ne peut que prendre certains modèles ou des saupoudrages de modèles comme des modèles. Sinon, le Sénégal n'est pas en vérité une démocratie. Senghor, premier président du Sénégal, 20 ans au pouvoir,
Et comment est-ce que Senghor est parti? Parce qu'il sentait à un certain moment qu'il y avait un gouffre financier. Donc il a dû céder le pouvoir à Abdou Diouf, 19 ans au pouvoir. Comment Abdoulaye Wade a succédé à Diouf? Et Diouf voulait rester. C'est l'armée qui dit à Diouf il faut partir. Comment est-ce que Macky Sall succède à Wade? Par la force. Parce que Wade a voulu tout faire pour rester. Ça, c'est pas l'attitude d'un démocrate. Wade arrive, succède à Wade, Sall succède à Wade. Et Sall aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, est-ce que c'est cela la démocratie? Bien évidemment, c'est cela la démocratie qu'on veut nous imposer, qui consiste à ruser avec les textes. Et c'est pourquoi nous autres nous disons toujours, il faut repenser la démocratie, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun État démocratique en Afrique. Ce sont tous des ruseurs. Donc, il nous faut repenser notre démocratie pour qu'elle tienne compte de ce type de, je veux dire, des réalités africaines. Des réalités africaines qui vont nous éviter justement ce que Macky Sall est en train de faire et que sa CEDEAO à lui ne peut même pas brancher en réalité. Paul Sandoudi qui veut réagir. Oui, je suis un peu contre cette peinture qui est tout en rouge de la démocratie sénégalaise. Ce n'est évidemment pas le cas parce qu'il faut que je lui rappelle que le Sénégal a été l'un des tout premiers pays post-indépendance à survivre à des tentatives de soubresaut j'allais dire, de coup d'État. L'affaire de Diagne, je crois, le fameux président de l'Assemblée qui finalement était un président bis et qui a ordonné des mesures telles qu'à la fin, aller jusqu'à l'annonce sur les ondes de radio pour se proclamer, il a fallu que l'État reste dans son carcan républicain pour que ceux-là qui avaient fomenté nécessairement ces troubles-là se retrouvent en prison pour être plus tard, je crois, gracié par Senghor. Mais il faut dire, mon frère, il est à la tête d'une OSC d'intellectuels, la démocratie est un apprentissage. Même les Occidentaux que nous envions aujourd'hui sont passés par là. Il y en a même qui ont vécu pire. Mais, voilà, mais aujourd'hui, ils sont des modèles. Ce n'est pas parce que, comment on appelle ça, l'avion a traversé à un moment donné des zones de turbulence, que les passagers se sont sentis secoués, qu'il faut le ramener à l'aéroport. Non, on améliore et on avance. Du reste, il faut quand même souligner que le cas du Sénégal pose un problème qui nous interpelle en tant que Burkinabé. C'est, n'est-ce pas, la force qui doit être reconnue aux institutions. Parce que le problème ici, Wade ne semble pas accepter le fait que, excusez-moi, Sall ne semble pas accepter le fait que Wade fils ait été recalé par le Conseil constitutionnel. Et c'est pour cela que plus tard, il y a eu des simulacres d'accusations et autres. Oui, mais ils n'ont qu'à accuser. L'accusateur est là, ceux qui sont accusés sont là, c'est à eux de se trimballer et de faire naître la lumière et d'éclairer l'opinion. Il n'appartient pas au président parce que le Conseil constitutionnel a pris sa décision qui ne l'enchante pas. Non, en fait, je comprends pourquoi les gens parlent de conseil, de coup d'État constitutionnel. Il n'en est rien du tout, mais je suis certain que lorsque les gens, les opinions auront tout fait pour que les grands et les petits respectent les institutions, en ce moment-là, on aura fait un pas vers la bonne direction en matière de démocratie. Alors, on va évoluer. Ce que je voulais ajouter, oui. Monsieur Ndiébé, les velléités des acteurs à vouloir remettre en cause ces dispositions constitutionnelles ne remettent pas en cause forcément la démocratie sénégalaise. Il faut se dire ça. Effectivement, on n'est pas encore arrivé à un coup d'État constitutionnel, mais c'est un hold-up quand même sur le processus électoral qui va prendre un coup avec ce que nous voyons. Là où je suis d'accord par contre avec vous, c'est du pain béni par exemple pour les pouvoirs militaires. Parce qu'on va se dire, bon, voilà, même aujourd'hui, les États dits démocratiques, il y a un problème de succession qui se pose. Est-ce que finalement, si par exemple l'armée sénégalaise était comme les autres armées promptes à réagir, aujourd'hui, peut-être qu'on allait arriver aussi à un coup d'État. Et ça risque de remettre en cause tous les acquis démocratiques que quand même on a eu. Il faut le reconnaître, il y a eu des acquis démocratiques quand même au Sénégal. Et aujourd'hui, Wade doit quand même se préserver de remettre en cause ces acquis démocratiques. Oui, je voudrais réagir rapidement. Vous savez,
j'ai lu, quand je préparais cette émission, une analyse faite par 115 professeurs d'université, tous des juristes, des hommes de droit sénégalais, qui ont tous relevé que ce que Macky Sall est en train de faire, c'est purement une atteinte au droit, donc à la constitution sénégalaise. Et rien qu'hier seulement, dans un groupe également, je lisais 4 hauts dignitaires sénégalais également, qui ont sorti un communiqué pour montrer en quoi est-ce que ce que Macky Sall est en train de faire, ce n'est ni plus ni moins que de mettre un couteau sur la gorge de la démocratie sénégalaise. Et je vais vous lire l'article 92 de la Constitution sénégalaise qui dit que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Si Macky Sall estime que, dont Macky Sall également, si Macky Sall estime que il y a des griefs qui sont portés à 2 juges constitutionnels, il n'appartient pas à Macky Sall de s'arrêter et de dire nous allons reporter les élections. Non. Le calendrier électoral peut se poursuivre. Pendant ce temps, des enquêtes. Une enquête parlementaire peut être mise en place plutôt, et qui va faire son travail pendant que le calendrier se déroule. Si au cours de ce calendrier-là, du déroulement du calendrier électoral, on se rend compte effectivement qu'il y a 2 juges, le grief qui est porté contre les 2 juges est fondé, mais on sort les 2 candidats du système. Mais fait de cette façon-là, est-ce que véritablement c'est parce que Macky Sall est démocrate qu'il l'a fait, ou bien c'est parce que Macky Sall lui-même sait que son dauphin actuellement, Mamadou Ba, je crois, que le Premier ministre, n'est pas entré dans les sondages. Et on sait, le subterfuge c'est quoi? C'est que Macky Sall et le camp Wade, qui n'est même pas le camp Wade, et peut-être Karim Wade, se sont entendus pour que le camp Wade, le PDS notamment, porte ces griefs-là, et que Macky Sall saute sur ces griefs pour dire on reporte des élections. Mais quand vous citez le cas sénégalais pour dire que la démocratie c'est un processus, c'est une construction, je suis d'accord avec vous, M. Sanwidi. C'est pourquoi donc le Burkina également est une démocratie. 1975, c'est le premier pays en Afrique francophone où un président sortant a été mis en ballottage. Ouédraogo, bien sûr, contre Sangoulé Lamizana, n'est-ce pas? En 1975, Macky Ouédraogo et Sangoulé Lamizana. C'est une démocratie, donc le Burkina également. Mais quand on dit pour les autres, on ne parle pas pour le Burkina Faso. Moi, je maintiens que ce que Macky Sall est en train de faire, ce n'est ni plus ni moins qu'une tentative de coup d'État constitutionnel. Et sur le 2 avril, Macky Sall est toujours là, il aura consommé son coup d'État. Ça, c'est votre point de vue, Nébié, on le respecte. On va poursuivre avec toujours le dossier sénégalais. Et la parole elle va vous revenir, Issouf Sidibé. Alors, les violences, elles se poursuivent, les morts même enregistrées. La société civile se mobilise, l'opposition également qui continue d'appeler à des manifestations. Est-ce que, au regard de cette situation, les ingrédients sont en train d'être constitués, peut-être pour une insurrection populaire au Sénégal? Est-ce qu'on peut être surpris qu'un jour, on voit les rues dakaroises assiégées de foules qui réclament le départ du président avant l'échéance du 15 décembre? Bon, on ne peut rien présager. Hein. Si ça arrive aussi, c'est qu'il faut forcément dire qu'il y aura un coup d'État militaire au Sénégal. Parce que qui parle d'insurrection, à part l'armée, il n'y a pas une institution aussi organisée pour vite reprendre le pouvoir et puis quand même ramener le calme. Pour éviter une instabilité. Voilà, pour éviter une instabilité. Donc si aujourd'hui il y a insurrection et que les forces de l'ordre sont débordées et que le Macky Sall sera obligé de prendre la poule d'Espagne, il faut savoir quand même que les militaires vont revenir au pouvoir. Moi, je ne pense pas qu'on va en arriver là. Et par ailleurs, il faut aussi le dire, chaque crise peut apporter des opportunités. Aujourd'hui, on a le cas Sonko qui est là. Quoi qu'on dise, il a été éliminé de la course parce que Macky Sall le craint. Je pense qu'aujourd'hui, le doyen le disait, il faut que la classe politique s'assoie pour voir est-ce qu'il n'est pas temps de remettre même ce processus-là en cause pour qu'on puisse aller à une élection inclusive. L'un dans l'autre, Macky Sall ne va pas s'en sortir parce que ni son dauphin ne va remporter face à Sonko et lui-même, il ne sera pas candidat. Donc aujourd'hui, Macky Sall, le plus grand perdant de cette crise, ce sera Macky Sall. Donc moi, je pense qu'il faut aujourd'hui, pour éviter vraiment une profonde crise, pour éviter que l'armée ne prenne le pouvoir, il faut que la classe politique s'asseye pour
remettre le processus électoral. On assiste actuellement à des arrestations d'opposants. Est-ce que la classe politique va accepter aller à un dialogue politique dans ces conditions-là? Il faut les libérer. Qui parle de dialogue aujourd'hui? Une élection inclusive, cela suppose qu'il faut libérer quand même tous les acteurs politiques qui sont aujourd'hui en prison. Vous êtes du même avis, Ambassadeur? Oui, plus ou moins. Je trouve que Macky a fait une très mauvaise lecture de son contexte à lui. Mais là où nous en sommes, ce qu'il faut surtout souhaiter, c'est vraiment qu'on n'en arrive pas à une situation catastrophe où des militaires ou d'autres organisations surgissent pour s'emparer du pouvoir. Parce que ce serait vraiment regrettable. Mais je suis certain qu'avec le temps, c'est sûr que les opposants et toute la classe politique va savoir raison garder. Parce que quoi qu'on dise, dans cette cacophonie-là, si l'armée surgit, ce sera l'échec, pas seulement de Sall, qui va s'en aller, mais aussi de l'opposition, parce que ce sera encore une question de transition. Non, franchement, l'Afrique devrait quand même prier et faire tout ce qu'elle peut pour éviter ces scénarios-là. Parce que de toute façon, à mon avis, c'est peut-être trop absurde, mais Sall a perdu les élections avant les urnes. Ça au moins c'est certain, parce que ce qu'il a eu, il a voulu éviter, c'est-à-dire le fait que son dauphin soit en difficulté dans les intentions de vote. Il semble même qu'il est en train de se débrouiller pour voir s'il peut trouver un autre. Ça, les Sénégalais l'ont aperçu. Le fait déjà que l'autre était en prison, ça caillait, ils se sont rétablis. Mais aujourd'hui, vouloir aller en solo, je me dis, c'est parce que j'ai dit que la société civile a été même prise de court. Parce que c'est les ingrédients de notre 30 et 31 décembre 2014 qui se sont réalisés en l'espace d'une semaine. Le fait de prendre le décret et de le soumettre à l'Assemblée, c'est ce que notre régime Compaoré c'est par cette voie-là que le régime Compaoré est passé pour aboutir au 30 et 31 octobre. Maintenant, la société civile n'a pas été suffisamment avisée, ou en tout cas elle a été prise de court. Certainement que le déploiement de l'armada militaire répressif a pris le dessus. Regardez comment les parlementaires ont été bousculés, ces jeunes-là qui sont fauchés dans la rue. Mais à la fin, moi je prie et je pense que l'opposition n'a pas besoin de basculer le Sénégal dans le chaos, étant entendu que dans tous les cas, le camp présidentiel a déjà perdu les élections. Ça c'est évident, à en croire, en tout cas la réaction de la rue. Seulement, je voulais dire, c'est vrai que mon ami a rappelé le contexte du Burkina dans les années 75, qui relève pratiquement de l'histoire ancienne, mais c'est de ça qu'il s'agit. Normalement, si en 75, nous avons eu cette situation-là, aujourd'hui, en 2024, nous devrions être, j'allais dire, peut-être même devant le Sénégal. Mais moi, je salue au passage cette clairvoyance du Conseil constitutionnel sénégalais qui ne s'est pas laissé dicter la voie du... On ne sait pas ce qui s'est passé, mais si le président n'est pas d'accord, il est certain que des voies ont été utilisées pour leur suggérer des décisions. C'est parce qu'ils n'ont pas accepté que la situation en est là. Donc il appartient aux Sénégalais de défendre leur démocratie, et je pense que c'est un pied de nez à notre Conseil constitutionnel. Depuis que nous sommes en démocratie, aucune fois, pas une seule fois, cette institution-là ne s'est imposée au gouvernement, alors qu'elle est là pour ça. Ce n'est pas pour juger les journalistes ou les OSC ou les... Non, le Conseil constitutionnel, c'est vraiment le garant des lois et de ses applications au niveau de la nation. Au Burkina, lorsque le régnant, le prince du moment est là, ben écoutez, je me demande même si on en a besoin par moment. Parce que de toute façon, le rôle pour lequel il a été créé, ce Conseil constitutionnel-là, c'est de dire, là, on n'y va pas. Parce que. Mais regardez, depuis l'ère Compaoré jusqu'à maintenant, pendant les 2 coups d'État, nous légalisons des putschs, on fait prêter serment, ça c'est pas grave. Même les textes qui sont soumis et qui sont manifestement, comment on appelle ça, sujets à caution, ça passe comme une lettre à la poste. C'est ça le plus gros danger. Et je pense que le Burkina devrait travailler à améliorer ces acquis-là qui ont été engrangés depuis 1975 et probablement, j'allais dire,
consolidé à partir de notre révolution de 2014 et aujourd'hui, des institutions. Bien sûr, leur indépendance et le respect qui va avec, malheureusement. Et celui qui doit respecter les institutions en premier, ce sont les gouvernants. C'est les princes du moment. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Même si le Sénégal bascule aujourd'hui, en tout cas, il faut saluer quand même cette sérénité du Conseil constitutionnel qui s'est affirmé et qui s'est assumé. Bon, maintenant, comme on le dit, hein, il ne faut pas attendre des juges qu'ils sortent sur la place publique pour défendre le droit. Ce droit-là est administré au profit de la population. C'est cette population-là qui décide soit d'appuyer ces choses, ces mandataires, ou bien qui s'abstient, et puis bon, on va là où on veut. Alors, on parle toujours du Sénégal, mais on aborde l'aspect de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, dont la position a été diversement appréciée. Pour beaucoup, la CEDEAO a été partisante dans ce dossier sénégalais. Est-ce que vous êtes de cet avis, Nébié? Partisane, dans quel sens, je ne sais pas trop. Dans le communiqué qu'elle a eu à prendre, elle n'a pas décidé, elle n'a pas condamné de manière ferme, comme cela a été le cas pour certains pays, condamné de manière ferme ce report, cette brusque interruption du processus électoral qui était lancé. Mais c'est cela la démocratie tant chantée par les messieurs Sanwidi. C'est cela la démocratie. Et tant que ce ne sont pas des militaires avec les kakis et les treillis qui sont au pouvoir, ça peut aller. Vous tordez le cou au texte, vous faites tout ce que vous voulez, pourvu que ce ne soit pas un militaire. Ce n'est pas un coup d'État d'abord. C'est cela la démocratie à l'occidentale qu'on nous a imposée depuis les années 90. Mais la CEDEAO, il faut le rappeler, il y a eu deux communiqués. Si j'ai bonne mémoire, il y a un premier communiqué qui était très timide. Mais le second, là, quand même, ils ont condamné. Et ils ont même demandé que le calendrier électoral soit maintenu. Ils ont appelé au respect du calendrier électoral. Et ils se communiquaient là. Quand même, dans ces termes-là, on ne peut pas ne pas dire que la CEDEAO était timide. Mais elle n'a fait que ce qu'elle peut faire et ce qu'elle devrait faire. Et ce qu'elle sait faire. Sinon, normalement, la CEDEAO n'a pas... Il n'est nulle part inscrit dans les prérogatives de la CEDEAO d'aller fermer des frontières ou de construire une armée pour aller bombarder un peuple qui s'est choisi un président. Et on n'en est pas là, on reste dans non. Enfin, ce que je veux dire, quand vous dites que là, la CEDEAO n'a pas été assez ferme comme ailleurs, elle ne peut même pas être ferme ici comme ailleurs. J'ai toujours dit, la CEDEAO, c'est qui? C'est vrai, il y a le Conseil des présidents, je crois, c'est comme ça, non? Et puis, mais on sait, il y a ceux qui tirent. Il y a la tête et puis aussi, vous voulez, la queue. Merci. Mais au sein de cette CEDEAO-là, aujourd'hui, là, quand vous regardez avec les autres pays, tous les leaders, tous les présidents qui étaient assez fermes là, qui sont ces présidents? Il y a le président Macky Sall lui-même qui fait partie des présidents de la CEDEAO, des pays de la CEDEAO qui étaient fermes avec les autres pays. Le trio Macky Sall, Alassane Ouattara, Talon. Aujourd'hui, là, est-ce que c'est le président Ouattara qui peut encore tenir une ligne assez dure pour dire non, Macky Sall doit respecter? Est-ce qu'Alassane Dramane Ouattara peut tenir cette ligne-là? Il ne peut pas parce que lui-même, il est dans un troisième mandat. Est-ce que c'est Talon qui peut le faire? Quand on sait dans quelles conditions les élections passées se sont déroulées au Bénin, quand on sait que Talon lui-même avait promis un seul mandat, et aujourd'hui il a un deuxième mandat, et ce n'est pas exclu qu'il en veut un troisième. Donc la CEDEAO ici est dans son rôle, elle n'a fait que faire ce qu'elle sait faire, ce qu'elle peut faire. Elle ne peut même pas aller au-delà de cela. Et n'oubliez pas que pour le cas de Macky Sall, il n'est pas exclu. Ce sont des hypothèses qu'il y ait encore ceux que nous autres là nous soupçonnons comme étant les maîtres de la CEDEAO là. Il y a parmi eux des gens qui soutiennent Macky Sall. Si Macky Sall n'avait pas la certitude que Maman France allait le soutenir, jamais il n'allait s'engager dans cette voie-là. Alors Sidibé, quelle est votre opinion sur la position de la CEDEAO? Je ne vous coupe pas, mais j'aimerais bien revenir sur ce qui a été dit dans le deuxième communiqué, Nébié. La CEDEAO qui dit encourager la classe politique à prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir le calendrier électoral conformément aux dispositions de la Constitution.
Bon, je pense que souvent, les gens ont un jugement assez erroné du rôle de la CEDEAO. Contrairement à ce que Nibié dit, la CEDEAO, quand même, c'est une organisation sous-régionale, quand même, qui est garante de certaines normes. Voilà, lorsqu'il y a un problème dans un État, elle essaie quand même d'intervenir sans s'ingérer dans les affaires intérieures. Parce que c'est quoi? Même quand les militaires prennent le pouvoir, la CEDEAO peut infliger des sanctions, mais la CEDEAO reste toujours attentive. Elle vient toujours discuter avec les acteurs pour le retour à l'ordre constitutionnel. Parce que dans aucun des textes, ni dans les textes nationaux, ni dans les textes communautaires, il est écrit que un pouvoir peut se prendre par coup d'État. Est-ce que dans nos textes, dans nos constitutions, c'est écrit que le pouvoir doit se prendre par coup d'État? Mais lorsque ces situations arrivent, la CEDEAO prend acte, elle condamne, mais elle accompagne le processus. Mais lorsque un président en exercice, il estime que ça c'est une crise interne au Sénégal, et ils appellent les acteurs quand même à la discussion pour pour éviter une profonde crise. Sinon la CEDEAO, elle ne fait que faire son travail. Son travail, c'est quoi? Rappeler les acteurs, discuter de telle sorte que, dialoguer de telle sorte qu'il n'y ait pas une crise profonde qui peut amener d'autres situations non désirables. Oui. Oui. Alors, moi je trouve que la CEDEAO a fait plus que le service minimum. Parce que quand vous voyez l'évolution de son discours, et même mieux, je ne vais plus revenir là-dessus parce qu'elle a dit, la CEDEAO a appelé les autorités et la classe politique à revenir en tout cas au calendrier qui est arrêté par la Constitution. On ne peut pas être plus clair que cela. Ça c'est un premier. Je me souscris parfaitement aux idées de mon cher ami parce que non, la CEDEAO ne régente pas la vie politique des États membres. La CEDEAO les encourage. La CEDEAO fait ce qu'elle peut pour pallier là où les instances nationales ont des difficultés. Et à ce sujet-là, il faut retenir aussi que la CEDEAO a un devoir de responsabilité. Si tout de suite, je sais pas moi, on emploie un langage incendiaire, mais on va inciter l'opposition et en tout cas tous les contestataires à mettre ce pays-là à feu et à sang. Donc je pense qu'il est la responsabilité, non seulement de la classe politique, mais surtout de la CEDEAO, de les y accompagner. Mais mieux, je voulais dire, voyez-vous, cette CEDEAO-là, elle ne peut pas, comme on appelle, c'est un peu comme les plus belles femmes du monde, qui ne peut donner que ce qu'elle a. Mais regardez la réunion de crise. Moi, je les ai compris, parce qu'ils ont même insisté pour ajouter l'ordre du jour concernant la crise au Sénégal. Bon, je crois que leur ministre des Affaires étrangères s'est opposé, ils ont laissé tomber, parce que, vous savez, quand c'est une rencontre extraordinaire, l'ordre du jour est unique. Mais malgré ça, ils ont tenu à insister, à insérer cet ordre du jour-là, et pour les rappeler à l'ordre. Bon, ils ont respecté les formes, bon, parce qu'ils n'avaient pas raison, parce qu'au moment où la réunion extraordinaire était convoquée, la crise n'était pas encore née, et donc ce n'était pas mis à l'ordre du jour. Donc je pense qu'avec ça, on ne peut quand même pas dire que la CEDEAO, avec une main téléguidée, n'a pas fait son truc, mais moi je salue encore une fois de plus la vivacité des institutions sénégalaises, parce que c'est parce que le Conseil constitutionnel s'est assumé que nous en sommes arrivés là. Si elle avait exécuté, obéi au doigt et à l'œil de Macky Sall, il n'y aurait même pas eu de crise. Alors, pour terminer sur ce dossier sénégalais que nous allons suivre de bout en bout, est-ce qu'on peut dire que maintenant tout repose sur le dialogue politique pour un retour à l'accalmie? Ah oui, ça c'est clair. Vous savez, même si les gens se tiraient avec des canons de fusil, on commence avec les armes et on finit toujours par le dialogue. Ça c'est évident. Certainement que l'opposition va faire tout ce qu'elle peut, essayer d'observer et voir les garanties. Et j'imagine même, en principe, si ça évolue toujours un peu dans le mauvais sens, il est intéressant que les institutions, je vais dire, sous-régionales comme la CEDEAO et autres, essayent de dépêcher des missions de médiation, en tout cas si Macky Sall ne s'y oppose pas, pour quand même essayer de concilier les partis. Parce que de toute façon, il se rend compte qu'il a perdu les élections maintenant, il ne refuserait pas quand même de sortir la tête haute. En tout cas, au regard des mouvements, de l'ampleur que prennent les contestations, moi je pense qu'il y va de son intérêt et il faudra que la CEDEAO et les autres alliés puissent leur tendre la main en facilitant, n'est-ce pas? Parce qu'autrement, l'opposition
vent debout et on ne sait vraiment pas ce qui va en résulter. Alors on poursuit avec un autre sujet, la SELC, l'autorité supérieure de contrôle d'État, qui a contrôlé la gestion financière et comptable de 21 ministères et institutions. Il ressort que le préjudice financier enregistré par l'État en 2022 au terme de ces audits s'élève à plus de 16 milliards de francs CFA. Des dossiers ont été transmis en justice afin que des personnes répondent de leurs actes. On résume tout cela dans cet élément de Abdoulrahim Tapsoba. C'est un rapport désormais dans les mains des plus hautes autorités du pays. Il s'agit bien entendu du rapport annuel général d'activité 2022 de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption à SELC. Un rapport qui met en lumière des irrégularités dans plusieurs ministères et institutions, commençant par la présidence du FASO. Le contrôle de la gestion financière et comptable de la présidence du FASO a mis en nu des insuffisances dans la gestion des commandes publiques. La non-liquidation des pénalités de retard a occasionné des pertes financières de 76 186 776 francs CFA imputables à 3 agents publics. À cela s'ajoutent des pertes financières consécutive au défaut d'enregistrement des marchés publics, occasionnant une perte financière pour le budget de l'État de 204 931 782 francs CFA et imputable à un agent public. La gestion des comptes de dépôt a également révélé des insuffisances. Par exemple, l'absence de pièces justificatives d'opérations de recettes et de dépenses passées sur le compte de la régie d'avance du complexe du Centre international de conférences de Ouaga 2000 a occasionné des pertes financières qui se chiffrent à 176 470 156 francs CFA et imputables à un agent du public. Et ce n'est pas tout pour la présidence du FASO. Des sorties irrégulières de carburant et lubrifiants au niveau du secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et des infections sexuellement transmissibles ont causé d'énormes pertes à l'État. Ces sorties irrégulières sont évaluées à 72 790 050 francs CFA et imputables à 6 agents du public. Des missions fictives, de la prise en charge des personnes absentes aux missions, de la participation de certaines personnes à plusieurs groupes de travail aux mêmes périodes. L'incidence financière de ces mauvaises pratiques est de 26 703 000 francs CFA et sont imputables à 16 agents du public. Au niveau de la primature, des irrégularités découlant de la gestion des comptes fonds spéciaux ou fonds secrets du Premier ministre ont révélé des approvisionnements effectués au-delà des crédits budgétaires inscrits par le budget de l'État. Le montant total de l'incidence financière de ces irrégularités est de 1 877 517 700 francs CFA et est imputable à des agents publics. Venons-en au contrôle de la gestion financière et comptable du ministère de la Défense et des anciens combattants de 2016 à 2021. Au niveau des armements, munitions et optiques, sur 14 contrats d'un montant de 83 507 507 233 francs CFA, 8 contrats d'un montant de 75 106 677 520 francs CFA ont été attribués à plusieurs entreprises appartenant à une même personne physique. La gestion du carburant et des lubrifiants est caractérisée par la mauvaise tenue de la comptabilité qui ne garantit pas la transparence selon la SELC. Nous sommes de retour sur ce plateau à la suite de cet élément pour un tour de table concernant l'appréciation de ce rapport. La parole, je vous l'adresse, Boukari Nebié. Plus de 16 milliards de préjudices à l'État suite à des irrégularités constatées dans la gestion financière et comptable d'institutions et de ministères. C'est beaucoup, 16 milliards? C'est beaucoup, c'est énorme, et dans un pays comme le Burkina Faso, où en temps de paix, on a déjà des problèmes de ressources, et surtout en temps de guerre, et où on est en train de remuer tous les sacs vides pour pouvoir trouver un peu d'argent
les taxes par-ci, les taxes par-là, les prélèvements du salaire chez les fonctionnaires, c'est déjà beaucoup. Et si dans ce contexte-là, on se rend compte encore qu'il y a au moins 16 milliards qui se perdent dans la nature du fait de certain nombre de malversations ou de mauvaise gestion des ressources publiques, je pense que ce n'est pas à négliger. Et le président du Faso, qui est le premier responsable, devrait prendre ce rapport-là au sérieux. Et comme il a déjà annoncé lors de son discours de fin d'année et encore lors d'une rencontre avec les travailleurs de la présidence, mettre un point d'honneur sur la lutte contre la corruption, mais aussi la lutte contre la malgouvernance de façon générale. Parce que notre pays a besoin d'être assaini sur le plan de la gestion des ressources financières pour permettre que le peu de ressources que nous avons là puisse nous permettre de gérer le quotidien et d'investir dans des secteurs vitaux pour nous sortir de l'ornière dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors Sidibé, est-ce que ce rapport reflète le gros problème de malgouvernance au Burkina? Oui, bien sûr, ça a toujours été comme cela depuis des années. Avant même que la LC n'existe, il y avait la Cour des comptes quand même qui faisait sortir régulièrement son rapport où on avait toujours quand même constaté des détournements, hein, il faut le dire, pas seulement des irrégularités, il y a aussi des détournements. Et c'est parce que aussi la partie sanction aussi n'est pas trop élevée. On a vu avec quand même le cas emblématique d'Abilgou, quand même qui était un cas d'école. Si tous les dossiers pendants avaient connu le même sort, aujourd'hui il y a des gens quand même qui avaient réfléchi par 2 fois avant de commettre certaines choses. Mais tant que le problème va perdurer, moi je pense qu'à un moment donné aussi, il faut trouver une seule structure de gestion des fonds publics ou de grandes commandes publiques, de telle sorte que les commandes publiques ne soient pas quand même dispersées dans les différents ministères. Il faut trouver une seule structure, pourquoi pas être logé au sein de l'ASE, qui peut gérer maintenant les grosses commandes publiques de telle sorte à éviter un peu ces irrégularités-là. Ambassadeur, votre avis sur ce rapport qui choque et qui interpelle? Bon, est-ce que ce rapport choque? Il choque plus que les précédents, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un rapport de plus, de mon point de vue. Mais ce que je voudrais dire d'emblée, c'est quand on dit qu'on a 16 milliards de préjudice, bon, il faudrait quand même certainement, la justice fera le point, le distinguo entre ce qui a été dépensé en inobservation des règles de gestion ou ce qui a été détourné. Parce que là, c'est quand même pas... L'un dans l'autre, il se trouve que ça n'aurait pas dû être dépensé, en tout cas selon la manière dont ça a été fait. Et donc, il est nécessaire que des dispositions soient prises. Moi, ma grande surprise par rapport à ce rapport, c'est au niveau de l'armée. Je vous avoue que j'ai beaucoup de sympathie pour l'armée, mais avec tout ce qui avait été dit, bien entendu, la LC ne va pas aller colmater les ragots ou les bouts de presse pour faire son truc, mais il se trouve qu'il n'en est rien, parce que, il est ressorti de la bouche des tout premiers responsables qu'il y avait des milliardaires au niveau de l'armée, il y avait des détournements par voie de presse dignes de foi. Bon, certainement, si c'est une question de période, parce qu'on nous a dit que c'est de 2016 à 2021, on pense certainement que les rapports à venir, certainement qui vont couvrir les années 2022 à nos jours, peut-être nous situerons davantage, mais en tout cas à ce stade-là, ce qui est important, c'est les dispositions qu'on prend pour ne pas, à la session à venir, ne pas prendre un autre rapport de plus. Mais pour qu'on y arrive... On peut déjà saluer le fait que des dossiers ont été transmis en justice. Très bien, on attendra la suite, mais je vais dire, il faudrait, parce que quand vous lisez le rapport, et ceux qui l'ont présenté, on dit que c'est sur instruction du président du Faso, en tout cas qu'ils ont audité, je ne sais pas si ces instructions-là avaient ciblé des ministères, des départements ou des institutions à auditer, mais je pense que le Burkina doit aller au-delà. C'est-à-dire, il faudrait même refonder ou revoir le fonctionnement de cette structure-là, qui, dans d'autres pays qui se veulent stricts, ne répondent même plus du président ou du Premier ministre. Ils sont nommés à vie, et dès qu'ils sont nommés, ils n'attendent plus des instructions pour aller vérifier ici ou là. Vous vous rappelez, ce n'est pas une analyse politique,
qu'au MPSR 1, c'est le président lui-même qui a dit « Allez-y, auditer telle structure et telle autre ». Ce n'est pas mal. Mais pour être, je ne sais pas moi, la SCLC, je vous dis, doit être un peu comme la femme de César, irréprochable, de telle sorte que ce ne soit pas un peu comme une audite des vainqueurs. Non. Mais il faudra aussi, je suis sûr que certainement les institutions judiciaires vont le démêler, il y a aussi l'instabilité qui ne facilite pas surtout la production de certaines pièces. Parce que lorsque vous êtes un gestionnaire public ou un ordonnateur, mais vous passez des marchés, je ne dis pas que les ordonnateurs sont exempts de reproches. Vous passez des marchés, la commande publique et autres, et paf, un jour, on dit qu'il y a coup d'État, ce sont les préfets, la gendarmerie qui vient cadenasser vos portes, tout le monde va dans la nature. Non, normalement, même si vous avez fait des coups d'État, prenez des dispositions pour que ceux qui étaient là fassent la passation en bonne et due forme. Je veux dire, ben, moi si vous me chassez, vous cadenassez tout, vous partez, bon, moi aussi je me cherche dans la nature. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure façon de répondre de sa gestion? Non. Certainement, pour ce qui avait abouti, c'est-à-dire la commande, lorsque vous la lancez, les gens compétissent, vous passez les contrats, vous exécutez, vous ramenez les pièces justificatives, ce qui avait abouti, il n'y a pas de problème. Mais ce qui était en cours, et paf, on vient, il n'y a pas de passation. Il peut même arriver que des gens se baladent toujours dans la nature avec certaines pièces. Mais pour ces cas précis, peut-être que ce sont des explications qui peuvent passer du côté de la SELC. Non, je n'en sais rien. Mais je vais dire, non, je dis ça pour la postérité. C'est-à-dire, normalement, une administration responsable, lorsqu'il y a des remous, le minimum là, c'est de faire en sorte à préserver l'intérêt public. Et cet intérêt public-là, ça passe par la prise de mesures pour que ceux qui géraient puissent donner toutes les explications, toutes les pièces possibles avant de passer service. Mais lorsque ça vient comme ça pour dire débarrasser le plancher, vous fermez tout chose, je pense que ça n'est certainement la SCLC va être confrontée à cela parce que on les voit par exemple dans nos communes. Oui. Alors, oui, Nébié. Oui, c'est vrai, sur ce que vient de dire M. Sanwidi, j'ai quand même un petit commentaire. C'est vrai, peut-être de façon globale, hein, ce qu'il dit, je suis d'accord avec lui. Mais quand on regarde un peu le coup d'État d'abord de Damiba sur le président Rochman Christian Kaboré, je ne crois pas que juste après le coup d'État, on ait chassé tout le monde et puis remplacé par de nouvelles personnes. Il y a des gens qui sont restés. Les DAF sont restés. Jusqu'à ce que, après, c'est vrai, on a vu quelques cas un peu sporadiques, avec effet immédiat, là, voilà, qui sont intervenus, mais ça ne peut quand même pas expliquer tout le dysfonctionnement qu'on relève dans le rapport. Quand le capitaine Ibrahim Traoré également a fait son coup d'État sur Damiba, on n'a pas licencié tout le monde. Jusqu'à présent, il y a des gens qui sont de l'administration, qui étaient nommés sous Damiba et d'autres même sous Roch. Et là où je suis d'accord, mais pas totalement, mais c'est vrai, des commandes peuvent avoir été lancées. Ces commandes-là n'ont pas été livrées et puis il y a eu peut-être un coup d'État. Et donc celui qui était en poste quand les commandes se faisaient n'est plus là. Mais quand même, il doit y avoir des pièces qui indiquent que la commande a été passée. Et si toutefois ce n'est pas encore entré, on sait au moins à qui l'on a attribué ce marché. Mais quand il n'y a même pas de pièces qui expliquent, qui indiquent qu'on a passé un marché avec telle personne, comment on peut justifier cela? Or, justement, quand vous écoutez, on lit quelques éléments du rapport, il y a ces cas de figure. Et comme lui, il a dit, il y a des pièces même qui ne permettent même pas d'avoir de traçabilité. Quand on prend, par exemple, des cas comme on fait des commandes, sans dire exactement le produit, quel est le prix de ce produit-là, pour pouvoir dire après s'il y a eu surfacturation ou pas. Il y a quand même un prix. On peut dire que ça fait 50 000 francs. Maintenant, si vous l'avez acheté à 60 000 francs, on pourrait dire à surfacturation, quitte à ce que vous expliquez pourquoi le prix, normalement, c'est 50 000 et nous l'avons acheté à 60 000 francs. Mais là, il n'y a même pas de prix standard à partir duquel on puisse discuter. Quand même, il y a un problème. Voyez-vous, vous n'avez pas compris. Je ne parle pas du maintien ou du, comment on appelle ça, du remerciement des cadres ou des agents qui sont là. Si vous êtes un ordonnateur, à un moment donné, en raison d'un coup d'État, on cadenasse vos bureaux. Ce n'est pas l'ordonnateur qui, j'allais dire, qui diligente la passation de la commande publique.
il a ses agents. Je veux dire, le fait qu'on ne permette pas à ceux qui doivent partir de passer service en bonne et due forme est un souci. S'il y avait un membre de la SCLC, il va vous le dire. C'est un souci supplémentaire parce que, mais qu'est-ce que vous voulez? Il y avait un ordonnateur, un patron qui ordonnait. Il n'est plus là. On a cadenassé son bureau. Vous croyez que les agents, ceux qui veulent vont bien faire, ceux qui ne veulent pas ou qui veulent jouer, ils le font? Est-ce que vous me comprenez? C'est la manière dont l'administration fonctionne en ce moment lorsqu'il y a coup d'État qui me pose problème. Il y a des gens qui étaient en mission lorsque le coup d'État est intervenu. Vous revenez, vous n'avez pas accès à votre bureau. Mais écoutez, moi je vais aller déposer mon rapport de mission où? C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une question de remercier ou de remplacer systématiquement tout le monde. Mais reconnaissez que lorsque la tête n'est plus là, ceux qui étaient là, s'ils sont de bonne foi, ils poursuivent. Ceux qui sont de mauvaise foi feront des affaires. Mais ça n'améliore pas du tout la gouvernance parce que la gouvernance, comment on appelle, l'administration est une continuité. Si vous créez des ruptures systématiques, vous cloisonnez, vous repartez à zéro, il est évident que nous aurons toujours des rapports qui seront là. En tout cas, je suis certain qu'il y a des pièces qu'on ne trouvera plus jamais. Et là, c'est l'administration est en partie responsable. Sidibé? Non, c'est bon. C'est bon. Non, je voudrais quand même ajouter quelque chose par rapport à la corruption toujours. Il faut savoir quand même que la LCE a eu ses pouvoirs renforcés. C'est pour raison pour laquelle ils ont ajouté lutte contre la corruption avec vraiment un pool judiciaire, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de poursuivre. Donc, moi, je reviens toujours sur les dossiers pendants. Je ne vais pas être émotif par rapport à un rapport qui a été rendu aujourd'hui. On est émotif et on oublie ce qui s'est passé de par le passé. Il faut, par exemple, revenir sur les dossiers pendants en justice, sanctionner vraiment les fauteurs de telle sorte que décourager les futurs auteurs à la corruption ou au détournement. Voilà. Ce que moi je voudrais ajouter, c'est vrai, le rapport qui va de 2016 à 2021, il faut quand même noter que l'armée n'a pas fait l'exception dans le contrôle de l'ASC-LC. Et ça, je crois que quand même, c'est un bon point pour le gouvernement, le capitaine Ibrahim Traoré et toute son équipe, qui quand même, jusque-là, les gens estimaient qu'on ne peut pas aller assainir les autres corps et lui-même étant de l'armée, laisser l'armée sans être allé sans contrôler. Parce que l'armée est une institution de l'État également. Vous ne pouvez pas avoir l'argent public et prétexter de secret défense, refuser que l'on vienne quand même regarder est-ce que l'argent qu'on vous donne là, comment est-ce que cet argent est géré. Mais je pense qu'avec ce rapport, ça montre quand même que on a pu regarder au niveau de l'armée et tout ce que nous souhaitons maintenant, c'est que tous les griefs qui ont été portés à des institutions, à des personnes dans ce rapport-là, que la justice prenne le relais et que la lumière soit faite. Effectivement, là où je suis d'accord avec vous, c'est que, sauf que ce n'est pas les mêmes acteurs qui ont été audités. Bon, on attend de voir la suite. Hein. Peut-être que dans 2 ou 3 ans, même si ces autorités sont toujours là, il y aura toujours des audits au sein de l'armée. Parce que maintenant, c'est plus facile d'auditer. Mais je vais vous rappeler aussi que le président Ibrahim, quand il venait, il a dit qu'il y a des milliardaires au sein de l'armée et que bientôt, il faut les traquer. Donc, on attend jusque-là la liste des milliardaires. Surtout, non, on ne peut pas, on appelle ça, blâmer l'audit de l'armée. Je pense seulement que certainement que les audits à venir qui couvriront la gestion de la transition. Parce que jusque-là, c'est la gestion des pouvoirs, voilà, 16-21, d'Europe, oui, enfin, bon, appelez ça comme vous voulez, mais que ce soit l'Assemblée, que ce soit l'armée, on est en train d'auditer la gestion des pouvoirs, en tout cas élus. Ce n'est pas mal, c'est un devoir. On attend de voir ce qu'il en sera de la période 2022-2023 en allant. Mais je vais dire, ce qu'il nous faut, il faut qu'on aille plus loin. En commençant par le pôle judiciaire dont parlait mon ami, parce que lorsque vous échangez avec les praticiens du droit, ceux qui sont au pôle judiciaire ne sont pas affectés qu'à cela. Et donc, ils ont les contraintes liées
à tout magistrat qui s'occupe des dossiers, comment on appelle ça, du droit commun et autres, et ce sont les mêmes également. C'est un peu comme des emplois de temps, ils s'occupent de ça à leur temps perdu. Là, il serait en tout cas essentiel, surtout avec la réforme de la justice, moi je m'attendais surtout à cela, mais il faut bien que ce pôle judiciaire soit effectivement spécialisé et que des mesures soient prises pour qu'il ne se consacre rien qu'à cela. Et en plus, si nous voulons un contrôle d'État et de lutte contre la corruption qui est exempt de reproches, ce TLC-LC-là doit être vraiment réformé et il ne doit répondre de personne. Autrement dit, ceux qui sont au pouvoir n'auront jamais affaire à la SCLC, c'est après coup qu'on vient dire qu'il y avait ceci, il y avait cela. Ça ne rend pas service à la nation. Alors merci à vous, Paul Ambassadeur Sandoui Dib, merci à Boukari Nebié, merci à Issouf Sidibé. Nous sommes au terme du débat.